Bon alors, la bonne nouvelle c'est que je crois que j'ai enfin fait une nuit normale de 7h30. Et la mauvaise c'est que du coup j'ai genre zéro énergie, ce qui est très bizarre. Je me demande si le stress, l'angoisse existentielle, etc. c'est pas lié avant tout à la fatigue. Mais là je t'avoue que heureusement que j'ai commencé à feuilleter ce livre plus le livre de nouveau Permaculture 1 ce matin. Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Pourquoi je veux une forêt et jardin comestible? Eh bien pour l'autosuffisance. Euh, pour ne plus avoir à faire du travail que j'aime pas faire. Juste pour gagner de l'argent. Ça c'est le pourquoi. Et ensuite, comment je vais la faire? Bah alors ça c'est vraiment la question. Il y a des il y a des G, je sais pas si tu les entends. Ils adorent faire des blagues entre eux. Euh, je sais pas comment faire, mais justement, c'est toutes ces petites idées qui viennent se coller bout à bout. Là, par exemple, il y a le commentaire de Alexis, que je viens de voir ce matin, qui dit de mettre des figuiers, de mettre des framboisiers, du topinambour. Ah, c'est génial comme idée, tu vois. Genre, ça me donne un objectif précis. Là, sur les Suncatchers, par exemple, je sais que j'ai encore deux, trois trucs à faire. Des objectifs précis, comme trouver des cosses, des cosses de robinier, des cosses d'acacia, des cosses de trucs comme ça, des cosses de genêt aussi, enfin bref, mettre trouver des légumes verts locaux euh, pour pouvoir les semer dès que l'automne sera là. En attendant, tant qu'il fait encore un peu jour, et si j'arrive à me motiver, je vais continuer à mettre des cailloux la convergence des ravines, et ensuite je migrerai au potager. Quoique j'ai quelque chose à faire aujourd'hui à 14h. Je dois inventer un jeu révolutionnaire qui est basé sur la pétanque, mais qui va du coup justement m'empêcher d'avoir à retravailler dans le futur parce que c'est du lourd, c'est du très très lourd. Des tournois vont avoir lieu, les championnats du monde, et à ce moment-là, qui est-ce qu'on demandera? Les deux inventeurs. Donc je vais au village pour inventer ce jeu avec un des habitants. Et peut-être que si tu es sage, je te montrerai le prototype. Alors, je me suis investigué, parce que ce matin, du coup, j'avais la flemme d'être physique, et puis, à force de repousser tous ces trucs où je dois aller voir telle personne et telle personne, j'ai décidé d'aller à la mairie pour discuter un petit peu des parcelles adjacentes. Mais je pense que ça sera le thème de la vidéo de demain, où je vais te présenter les parcelles qui m'intéressent mais qui sont pas la mienne. C'est-à-dire que tu connais rien de mon terrain, à part les deux petits jardins que je t'ai montrés, les pentes, etc. C'est 3% des pentes. Et à la place de ça, à la place de te faire visiter tout, je vais plutôt te montrer ce qui n'est pas à moi. Voilà. Parce qu'en fait, ce matin, je suis allé à la mairie, j'ai demandé voilà, la parcelle, pour discuter de trucs, bref. Donc je dois déposer ma proposition avec le plan que je te montrerai du coup dans la vidéo où je ferai le schéma. Ensuite je me suis dit, enfin c'est pas que je me suis dit, c'est que comme j'oublie tout le temps des trucs, là j'avais oublié ma brosse à dents. Donc je suis allé acheter une brosse à dents et au passage j'ai voulu tenter un chemin assez particulier pour aller chercher du fumier. Mais en fait je me suis trompé. À terme ça m'a fait faire une boucle de 1 heure dans les montagnes, c'était vraiment très beau. J'y retournerai. Mais c'était pas du tout ça que je voulais faire. Sauf qu'au tout début, quand j'ai choisi
l'autre route, la route pas principale, pas celle que je prends d'habitude, et ben, pile à l'embranchement, là je vois un mec en train de tisser de l'osier. Enfin tisser, broder, tricoter, j'en sais rien. Bref, il faisait de l'osier. Donc, ça fait un bout de temps que je réfléchis à un système. Déjà l'année dernière, j'avais un problème de logistique de paille, c'est-à-dire que pour transporter la paille sur les 500 mètres qui séparent l'entrée de mon terrain jusqu'au jardin où je suis, le jardin de la rivière, et ben ça consomme pas mal de temps, ça consomme surtout beaucoup d'énergie. Si tu le fais en plein soleil, c'est même assez complexe, on va pas se mentir, parce que tu en as pour 5-10 minutes, où il faut que tu prennes des grosses épaisseurs pour te protéger de l'ombre, etc. Donc tu sues, enfin bref. Et je suis allé le voir, je fais, excusez-moi, est-ce que vous faites des trucs sur commande? Et je lui ai demandé s'il pouvait me faire une hotte. Mais tu sais, ici, je sais pas si c'est que ici dans les Hautes-Alpes ou si c'est ici à la campagne, les gens sont plutôt chill, tu vois. Donc il m'a dit, ok, bah 5 minutes, on prend les mesures. Donc on discute, je pose plein de questions, machin. Et donc le résultat de cette discussion, c'est que je vais avoir une super hotte en osier de 65 cm de haut, de 50 cm de large, avec des trucs qui le rendent plus haut, qui vont dépasser normalement là. Donc en fait, comme un panier de vendange, je vais avoir un truc comme ça dans le dos, et ça aussi en haut pour mettre des branches, pour mettre de la paille, pour mettre du n'importe quoi en fait, des boutures, même des pierres, parce qu'il m'a dit, un panier comme ça peut porter 100-150 kg. Ça veut dire qu'au lieu de transporter une pierre par une pierre, je vais pouvoir les transporter 3, 4, 5, tu vois. Si je peux squatter pour soulever le panier, bien sûr. Ça c'est le premier résultat que je vais payer, bien sûr. Mais l'autre résultat, les deux autres résultats qui sont assez excitants pour moi, c'est d'une part que il m'a proposé d'apprendre à tisser, donc me transmettre son savoir-faire. Il était genre super content, super intéressé, super jovial. Il m'a dit ça m'intéresse, tu m'intéresses. Moi je trouve personne pour transmettre ce truc. Donc je me dis que dans ma quête de multiples activités, sachant que c'est pas maintenant que ça va commencer, ça serait plutôt soit à l'automne, soit l'année prochaine, il n'y a pas d'urgence du tout. Mais en tout cas très motivé, très intéressé. Il m'a aussi donné le contact d'un mec qui vit juste à côté du fumier. Donc cet après-midi, je vais y aller. Je vais essayer d'y aller. Si, encore une fois, le centre équestre est fermé, au moins, juste après, il y a son pote qui habite là-bas, qui est un ancien paysan qui fait tout à l'organique, au naturel, au biologique, etc. Et il m'a dit, ce mec, il va t'apprendre les saisons. Parce qu'ici, il y a un truc particulier, c'est les saisons. C'est ce qu'il m'a dit, genre, il faut que tu connaisses les saisons. Après, le reste, ça va, il y a tout qui pousse. Il faut connaître les saisons. Non, pas tout qui pousse, mais là j'abuse, c'est pas ce qu'il m'a dit. Mais en gros, tu peux te démerder pour faire pousser plein de choses. Il suffit que voilà, tu sois calé sur le temps que ça dure. Et ce mec habite du coup juste à 5 km de chez moi. Donc même si j'ai un microclimat qui fait que apparemment les orages m'évitent, je devrais quand même avoir des informations utiles. Le troisième output, le troisième résultat très encourageant, c'est que il va aussi me montrer le terrain où il fait pousser le saule avec lequel il fait l'osier, et il va me filer des boutures à l'automne ou en février pour que je les installe le long de la rivière. Donc en fait ça fait extrêmement sens avec le projet que j'ai envie de proposer à la mairie, qui est pas énorme parce que tu sais j'arrive même pas à me faire un jardin, donc je vais pas m'étendre plus. Cependant l'osier, voilà, il faut attendre, il m'a dit 4 ans pour le faire. C'est le même principe que les fruitiers. En fait, on devrait commencer tout de suite par mettre des arbres, par mettre des légumineuses et des arbres. Donc, comme là sur le bord de la rivière, que je te montrerai demain, il y a déjà pas mal d'osiers. Je pense que j'aurais pas de problème, enfin pas mal de saules, pardon, j'aurais pas de problème à faire pousser de l'osier. À partir de là, c'est une source de revenus potentiels, même si c'est pas moi qui le fais, et que c'est moi à terme qui transmet la connaissance. Je produis de l'osier, tu vois, j'ai la matière première. Si je la transforme, la valeur ajoutée est juste énorme. Ça a coupé. Donc il me fait la même chose avec les vers luisants, les crapauds, etc. Il me fait franchement, je te mets 50 balles sur la table si tu vois un ver luisant et tout. Je fais bah ça tombe bien, on en a vu la semaine dernière quand on est allé au Vallon écouter une histoire. Et il était là, waouh. Bref, en gros, mon terrain il est particulièrement privilégié parce qu'il y a des bestioles que tu trouves plus apparemment dans les rivières, en fait dans la vallée, parce que trop de pesticides.
trop de pesticides sont répandus dans les champs, enfin bref, il y a une gestion paysanne qui est telle qu'elle est, on va pas la critiquer, mais qui fait en sorte que la biodiversité du coin, elle est réduite. Si maintenant, moi, j'explique à ces gens qui ont un capital financier, qui peuvent investir dans des produits qui font sens, dans des produits qui ont de la valeur, des produits qui ont une valeur holistique, surtout, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas une ressource que tu prends et que tu remplaces pas, là c'est des trucs que je fais pousser moi dans un environnement privilégié, avec une biodiversité incroyable, que l'on ne trouve plus même à 5 km en aval, tu te rends compte? Voilà, donc ma quête de comment vivre de la permaculture continue. Parce que, excuse-moi, je fais des pavés vocaux, mais j'ai vu cette vidéo de Bababert il y a un bout de temps, où il expliquait, enfin il fait monter son business éthique avec la permaculture. Je pense que ça explicite assez bien le fait, enfin ce qu'il dit dedans, que tu peux pas vivre, tu peux pas espérer avoir ton mode de vie confortable, de citadin, avec même ton SMIC, et en même temps vivre dans la nature, à la campagne, faire un potager. Ça n'a pas de sens. De toute façon, tu n'as pas besoin d'autant d'argent. Mais c'est surtout qu'en fait, enfin, il me semble le cœur crucial du sujet, et il n'y a pas que lui qui le dit, c'est que il faut avoir vraiment, il faut diversifier à fond ses activités. Tu n'auras pas le temps de tout faire, mais il y a des trucs qui te rapportent passivement de l'argent. Alors c'est le cas quand tu crées des livres, moi les vidéos, bien sûr je gagne pas d'argent dessus, mais je pense que quand tu commences à faire des formations payantes, tu commences à vivre de la permaculture. C'est par la plus-value, c'est par le sens que ça porte, parce qu'en tant que pionnier, bien sûr, on consomme plus d'énergie que si tu arrivais dans un système permacole déjà établi. Donc, cette dépense plus importante d'énergie, il faut la transformer en un capital. Comment dire, quand tu fais un effort musculaire, tu vas créer du muscle. Et bien là, comme pour ma part, je crée beaucoup d'efforts par rapport à ma condition première de citadin. Il faut que j'arrive à me servir d'une part de ce passé, parce que je suis toujours un citadin qui s'inhibe un peu. Oui, tu peux pas vivre simplement du maraîchage à la campagne, puisque en fait la plupart des gens, pas la plupart des gens, mais une majorité des gens disposent déjà de leur potager, que tu fais juste du complément de potager avec des ressources que la plupart des personnes ne sont pas censées pouvoir faire pousser quand elles n'ont pas, on va dire, pas le savoir-faire, mais juste la connaissance, savoir que ça existe, savoir que c'est simple, etc. Mais tu peux pas leur vendre des légumes, tu peux pas vivre de tes légumes, donc il faut toujours réfléchir au-delà, comment capter plus de capital, comment aggrader sur mon système permacole, le terrain, moi, le projet en général, voilà. Donc faire de l'osier et en discuter, en parler, parler des savoir-faire locaux. Tu vois, même faire un reportage, pas un reportage, mais un livre qui expose ça. Tout ça, c'est des petites sources de revenus qui vont compléter des sources de revenus passifs, des sources de revenus pérennes, comme un arbre, comme un fruitier, comme bref, comme tous les trucs que tu peux planter et qui poussent en plusieurs années et qui se ressèment tout seuls ou qui voilà, bref. Semer des petites graines comme ça, multiplier les graines aussi pour être plus résilient, pour que si jamais il y a une condition qui change et que tu peux plus exploiter une source de revenus, eh bien tu en aies 4, 5, 10 autres en backup. Et ces sources de revenus, elles peuvent être non financières. Ça peut être nature, dans le sens tu vas troquer des noisettes contre, je sais pas moi, des figues, enfin peu importe. Mais voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos de peut-on vivre de la permaculture. Moi j'en vis pas, hein, c'est clair. J'en vis dans ma tête. Je veux dire, c'est ça qui me donne de l'espoir, de la motivation, qui me fait me lever de ma tente, même si j'ai la flemme, qui me fait sortir de la ville et tout, mais je n'ai pas d'argent dessus. Mais c'est mon objectif. C'est de retrouver même ma situation initiale. Ça veut pas dire que je vais redevenir Putain, cette vidéo sur le vol. J'en parle, mais jamais je l'ai fait. Bref, j'aimerais bien montrer, je sais pas si c'est possible, donc le montrer, je sais pas si j'y arriverai, mais que voilà, plus t'es souple, plus t'es curieux, plus tu fais des petits trucs. En fait, c'est ça, je voudrais faire une ode à la micro-action. Et pour illustrer ça, la deuxième partie de cette vidéo, ça va être sur comment je prépare les zones encore inexploitées du jardin. Parce que là, je t'ai fait un petit panorama juste avant de mes zones déjà
déjà installées, donc elles sont plutôt propres. Je peux encore faire pas mal de choses. D'ailleurs, je vais te montrer aussi ce que je fais. Mais je vais surtout te montrer comment je prépare cette forêt là-bas pour accueillir à terme des nouveaux jardins. Cette forêt. Donc avant de commencer à éclaircir la forêt, te montrer comment je fais, je vais d'abord t'expliquer comment aussi j'entretiens ces parcelles-là. Par exemple, c'est une parcelle que j'ai préparée l'année dernière sur un sol très argileux, très dur, mais peu importe, c'est pas ça dont je veux te parler. Tu vois, là, ça fait un peu fou. Les micro-actions très simples qu'on fait ici, c'est dégager le chemin. Les herbes qui poussent, les pommes de pin qui sont tombées, les branches, les épines, enfin bref. Tout ça là, tout ça qui est sur le chemin et qui du coup n'est pas intégré aux zones de culture, j'ai envie de le réintégrer dedans. Donc très simple, première micro-action, tu vois le chemin, hop, et simplement je vais aller combler ces petites zones de culture. Hop. Voilà. En gros, simplement, je me sers du paillage naturel et je le réintègre à l'intérieur de mes parcelles. L'autre micro-action, elle est à base de faucilles et elle consiste au faucille, voire de sécateur. Elle consiste à couper toutes les petites, toutes les plantes, les herbes, etc. Pas à la racine, mais juste laisser ça pour que si elles veulent reprendre, elles reprennent pendant l'hiver, je sais pas. Mais utiliser aussi cette matière qui pousse pour pailler, pour dégager le chemin, pour éclaircir. L'important, il me semble, pour les chemins, pour les planches de culture, etc., c'est que ce soit bien clair, bien séparé. Sinon, tu vas marcher dedans. Sinon, même les animaux vont marcher dedans. C'est con à dire, mais comme je t'ai expliqué la manière dont je conçois les parcelles, je les conçois sur les chemins des animaux. J'ai pas envie qu'ils aillent non plus eux-mêmes marcher. Donc si je facilite, si je leur donne la direction où aller, ils vont pas marcher sur mes cultures. Ça les empêche pas de croquer un petit arbre qui pousse, ça les empêche pas peut-être d'aller fouiller pour trouver une pomme de terre. Mais voilà, si je peux déjà épargner même que des humains marchent dessus, parce que ce terrain il est pas fermé, et c'est pas mon intention non plus. Mais voilà, simplement la micro-action qui a vraiment une valeur de fou, qui rend le jardin plus esthétique, plus ergonomique, c'est préparer les chemins. Voilà. Alors j'ai un peu amélioré le chemin, enfin on le voit un peu plus. Attends. Voilà. En tout cas, à mes yeux d'humain, là sur le téléphone, je vois pas. J'ai fait aussi un peu cette partie. En fait, ce qui compte, il me semble, dans l'ergonomie, qu'est-ce que j'entends par ergonomie? Déjà, c'est facilité d'utilisation. Voilà, c'est que tu te trompes pas sur les chemins, que tu vois les choses qui doivent être vues et que t'es pas gêné surtout. Ça, c'est très important, le fait de ne pas être gêné, parce que là, on parle de l'ergonomie pour s'axer plus faire du feng shui. Et là, il y a un truc particulièrement intéressant à ce propos. Le feng shui, il me semble, c'est essayer d'éliminer au maximum les énergies, on va dire, yin, d'ombre, humidité, un peu les trucs qui donnent pas envie d'aller, simplement. Voilà. C'est toujours cette idée de loi du moindre effort, de flemme, c'est quel chemin tu vas emprunter. Forcément le plus simple. Donc le mieux, c'est de rendre le plus simple, le plus attractif. Le mieux pour créer un jardin, il me semble, ça serait du coup d'avoir tous les chemins attractifs, pas de possibilité de se tromper, etc. Et là, par exemple, je me dis, mais tu vois, il y a deux chemins. Celui-ci, il est évidemment bien plus attractif. Il est plus large, moins serré. Lui, il y a un gros truc ici, il y a une grosse ombre. Il y a une grosse ombre, un endroit, tu vois, comme si ça se rétrécit. C'est comme si ça faisait un début de forêt sombre dans lesquelles tes instincts de singe, de grand singe, chasseur-cueilleur et avant de survivant des arbres, me dit, bof, tant qu'à faire, autant prendre le chemin ensoleillé, le chemin le plus pratique. Comment résoudre ça? Eh bien, regarde, si le problème là, c'est la grosse tache d'ombre qui vient de cet arbre ici, de cet arbre-là, eh ben, je vais tenter un truc. Alors, cet arbre, il a, à mon avis, il a beaucoup souffert. Regarde sa tête. Il est aussi accolé à un pin qui a aussi beaucoup souffert, à la petite tige là. Et derrière, il y a un genévrier. Bref. Donc, je vais essayer de couper les branches basses, qui de toute façon dépassent à hauteur d'humain ici, sont un peu casse-couilles, comme les tiges de genévrier qui est là. Et donc, je vais essayer d'éclaircir cette zone. Déjà parce que sans lumière, qu'est-ce qui va pousser derrière?
Les choses qui aiment bien l'humidité, d'accord, mais sur la rivière là-bas, il y a déjà toute cette zone là, elle est déjà ombragée, humide, donc ça sert à rien de multiplier les zones. Je vais tenter tout de suite mon opération du Feng Shui. Bon, du coup, je lui ai fait une taille assez sèche. Il lui reste pas beaucoup de rameaux. En fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je lui ai donné de la hauteur. Par contre, la taille sévère en été, je suis pas convaincu. Mais ça m'a permis, excuse-moi, de noter la présence de gui en fait sur le tronc. Ça, c'est des arbres qui poussent assez bien le long de la rivière. Je n'ai pas encore trouvé ce que c'était. Des arbres acérés. Attends, je zoome. Non, ça n'est pas au point. Tant pis. Bref, il y a des sacrées épines dessus. Mais surtout, j'ai l'impression que ça doit pousser très lentement. Ou en tout cas, tu verras quand j'irai dans la forêt là-bas, il y en a qui sont effectivement couverts de mousse et de trucs comme ça. Ça se développe à cause sans doute d'un surplus d'humidité, pas pendant l'été, c'est clair, mais plutôt pendant l'hiver. À l'inverse, ici il y a du gui, et là je sais pas trop comment l'interpréter. Peut-être que justement, comme il commence un peu à mourir sur pied à cause de la mousse, je sais pas si la mousse ça le fait mourir, enfin bref, généralement c'est... J'arriverai pas à dire, qu'est-ce que tu penses de ce tronc? Là le gui, et là la tige à qui je donne de la hauteur. Bref, peut-être que ça va lui donner un petit boost, un petit surplus d'énergie. Maintenant je te montre un peu le chemin. Bon là forcément il n'y a plus de soleil donc on voit pas, mais tu vois ça commence de plus en plus à bien délimiter. Alors c'est difficile en effet miroir, la planche centrale et puis les planches adjacentes. Là-bas, ma victime d'hier, que j'ai toujours un peu la flemme de débiter. Une autre micro-action intéressante, c'est que j'ai réalisé en faisant le petit nettoyage, c'est de réduire un peu, on va dire, la grosseur, la granularité des branches de pin que je coupe, que je balance un peu négligemment, ce qui fait que, tu vois là par exemple, ça empiète complètement sur, même s'il n'y a rien pour l'instant, ça empiète sur l'espace où j'ai coupé. Je dis rien, mais là il n'y a pas rien, là il y a un de mes pokétests. Donc attention. La micro-action, ça consiste juste à couper les tiges qui sont un peu plus loin du cœur et puis de les replacer là où il y a besoin. Par exemple, là, tu vois, tout ça, c'est assez profond, mais il n'y a pas vraiment de couverture verte avec le pain. Donc, ce que je fais, très simple, je prends le sécateur et hop, tac, je réduis. Et je redispose pour conserver, du coup c'est X centimètres de zone cultivable par la suite. Là je pense qu'à la prochaine pluie je vais vraiment me faire une motive luzerne, spécifiquement ici parce que le sol c'est l'argile. Il y a quelqu'un? Allô? Dur comme de la pierre. Voilà. Bon, ça c'est les micro-actions d'entretien. Ça me fait juste penser, et on en parlera encore un peu de David Dahlgren dans la forêt, ça me fait penser à un truc que j'ai eu dans le livre Permaculture de David Dahlgren par rapport à l'entretien des systèmes. Tous les systèmes qui ne sont pas à leur climax naturel, c'est-à-dire qui ne sont pas dans leur état stabilisé naturellement, demandent un entretien. Une maison, c'est pas quelque chose de naturel, ça demande de l'entretien. Un jardin potager, pareil. Sinon, si tu laisses pas faire, il y a des arbres qui poussent et à terme, succession écologique enclenchée, bim, succession écologique naturelle enclenchée, et tu te retrouves avec des arbres au milieu de ton potager. David Dahlgren dit que il vaut mieux faire des micro-actions ponctuelles d'entretien, enfin régulières au contraire, que ponctuellement une grosse opération de maintenance. Tout simplement parce que l'effort cumulé des micro-actions sera toujours inférieur à la grosse motive. Imaginons que tu es ta maison qui chaque année, parce qu'elle est en terre-paille, il faut un peu, tu sais, genre remettre de l'enduit. Si tu le fais pas, au bout de X temps, peut-être que ta maison, elle va fuir, elle va commencer à s'effondrer, il y a de l'eau qui va rentrer, et tu vas devoir reconstruire un mur entier, alors que tout ce que tu avais à faire, c'est passer 2-3 heures pendant quelques jours à juste la remettre, pas du crépi, mais remettre une couche dessus. Voilà, donc très important. Là, ça fait 1 an que j'ai pas entretenu cette parcelle, et déjà je vois qu'il y a des arbres qui poussent, il y a des trucs, tu vois, enfin, là c'est les zones que j'ai retournées, il y a de la prêle, et puis juste à côté il y a tous ces arbres qui continuent de pousser, parce que au-delà de la zone, comment dire,
productive, il y a toute cette zone sauvage dans laquelle j'ai bon espoir de voir pousser des arbres utiles à long terme. Donc, je ne considère pas les pins comme des arbres utiles à long terme, mais comme des éléments de la succession écologique, comme cet arbre que je viens de couper, qui lui, alors, je dis tout à l'heure, j'ai précisé succession écologique naturelle parce que on va dire que dans un potager, un potager a un système permacole, une planche de culture, pour être précis, le climax, c'est la production de légumes potagers. Ça ne veut pas dire que c'est entretenu naturellement, ça veut dire que le système en lui-même, son système stabilisé, ça va être de produire des légumes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas non plus trop de mal à m'imaginer que cet arbre-là va mourir, d'une part parce qu'il y en a beaucoup, mais ça ne veut rien dire de sa valeur contextualisée, mais c'est surtout que ce n'est pas mon objectif final ici. Mon objectif final, c'est de rendre cette parcelle la plus fertile possible. Voilà, donc sur les micro-actions, on va voir comment ça s'applique dans la forêt.